Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et c'est l'heure du face-à-face entre André Berkov et Florence Bergeaud-Blaclair, anthropologue et auteur du livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes, je rappelle, chercheuse au CNRS, à l'École pratique des hautes études, vous êtes docteur en anthropologie, et vous avez écrit ce livre qui a fait effectivement beaucoup de bruit, beaucoup de retentissement, beaucoup de réactions, parce que dès que quelqu'un qui connaît son sujet s'aventure en terrain soi-disant dit glissant, or en fait, vous savez, en science et en partout en philosophie, il n'y a pas de terrain glissant. Il y a des terrains d'études où il n'y a pas de terrain d'études. Je crois que franchement, en 2023, on devrait savoir cela, et ça devrait être une vérité de la palisse, une banalité de base. Malheureusement, ça ne l'est pas. Alors, le frérisme et ses réseaux, vous avez enquêté sur les frères musulmans, l'organisation et comment sa stratégie vis-à-vis de l'Europe et d'ailleurs du monde, et ça a fait beaucoup de, je le disais, beaucoup de bruit, beaucoup de réactions, dont certaines assez violentes, puisque vous avez été obligé d'être protégé par la police. Je sais pas, vous l'êtes encore ? Vous l'êtes encore. Alors, je voudrais, vous êtes déjà venu ici. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, vous avez vu qu'il y a quelques jours, le collectif des hijabeuses a fait appel au Conseil d'État pour le droit de porter le hijab, notamment dans les matchs de football féminin. Il dit mais pourquoi pas, ostracisme, etc., etc. Et donc, parce qu'il y a un règlement de la Fédération française de football qui l'interdit et qui les prive de tout match officiel. Donc, il y a eu un rapporteur public. Le rapporteur public du Conseil d'État a rendu un avis ouvrant la porte à la compétition. Un avis donc positif à la levée de l'interdiction. Nous attendons, je crois que c'est dans 3 semaines, la décision du Conseil d'État. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, si le Conseil d'État dit oui, c'est très très bien, le hijab, qui est quand même une tenue très spécifique, eh bien oui, on a le droit tout à fait, on doit, et la Fédération française de football doit céder le hijab partout. En tout cas, dans le sport, oui. D'après mes informations, la décision pourrait être rendue demain. Ah, d'accord. Donc c'est assez rapide. À mon avis, c'est trop rapide parce que il faut bien comprendre que ces revendications de jeunes femmes musulmanes, en tout cas c'est comme ça, on le décrit comme ça. En réalité, c'est d'une séquence beaucoup plus longue qui a commencé, il y a bien des années, mais qui s'est manifestée à partir de 2020 au Conseil de l'Europe. Nous avons donc la FEMISO, qui est l'organisme jeunesse des frères musulmans en Europe, oui. Qui réunit ses adhérents pour travailler. Voilà, oui. Ça a lieu donc en 2020, oui. Pour donc réunir un certain nombre, ses adhérents autour de plusieurs thèmes. Ils ont choisi 7 thèmes. La santé mentale, l'inclusion des femmes dans le sport, la décolonisation de l'éducation, la représentation politique des étudiants, le consumérisme vert, la plateforme des voix et histoires des femmes européennes et la représentation des médias musulmans. Donc vous voyez que chez les frères musulmans, on a de la suite dans les idées, on est très organisé, on pense comment mettre en action en fait ces idées et comment agir dans l'espace public. Donc on le voit, parmi ces points-là, il y a l'inclusion des femmes dans le sport. Ouais. Très peu de temps après cette réunion, je crois que c'est 2 mois après, Alliance citoyenne, donc un mouvement proche des frères musulmans, crée donc les hijabeuses. À côté de ça, oui, voilà, 2020. Donc la séquence hijabeuse, elle commence pas maintenant avec ces soi-disant jeunes femmes musulmanes. Ce sont des militantes aguerries qui ont été formées grâce à nos impôts qui financent donc le Conseil de l'Europe, grâce à la légitimité... Parce que le Conseil de l'Europe, pardon Florence, soyons précis, le Conseil de l'Europe finance cette association Le Conseil de l'Europe finance, directement ou indirectement, en tout cas légitime chaque fois qu'il le peut, les activités de la FEMISO et ce type d'activité. D'accord. Très vite, à cette époque-là, donc en 2020, oui.
très vite, la France est immédiatement ciblée comme étant le pays qui pose le plus de problèmes pour les hijabeuses, puisque dans le règlement, l'article 1 de la charte de la FFF, donc on précise que le hijab est interdit. Donc il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pour justement amener la France à revenir sur un certain nombre de ces décisions. Il y a aussi de la laïcité, j'imagine, enfin pour la France. Oui, la loi sur la laïcité. Là, il faudrait demander à la FFF, mais je veux dire, ils sont très très clairs là-dessus que pas de signes religieux. Donc c'est à ce moment-là que commence déjà la polémique, si vous voulez, enfin la revendication de la Fémiso. Voilà. Alors la polémique justement ne commence pas à ce moment-là. Elle va commencer bien plus tard. D'abord, on prépare. Ce sont des gens qui préparent, qui se forment, qui font du média training, qui choisissent les éléments les plus performants, qui passent le mieux à la télé, dans les radios, etc. Alors le média training, c'était par exemple aller se faire filmer devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, je crois, qui devait statuer sur un amendement visant à interdire ou non le hijab. Donc on se filme, on passe ça sur les réseaux sociaux avec des musiques sympas. Les médias jouent le jeu complètement. C'est très très photogénique, donc relais sans aucun recul critique, sans même aller chercher d'où ça vient, qui sont ces acteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à aujourd'hui cette revendication donc auprès du Conseil d'État. Et puis peut-être il faudrait voir le pédigré du rapporteur qui me semble être quelqu'un qui est plutôt du côté plutôt je crois le rapporteur, c'est un autre nom. Non, lui c'est pas Thierry Tuot. Thierry Tuot dirige cette section du Conseil d'État. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même une certaine complaisance à l'égard de ces mouvements qui sont perçus comme des mouvements de défense du multiculturalisme, de l'émancipation, etc. Alors que ce n'est absolument pas ça. C'est ce que j'essaie justement de montrer dans mon livre Le Frérisme, c'est qu'on a affaire à des mouvements très organisés qui n'ont que faire de ces revendications multiculturalistes. C'est pas du tout là-dedans qu'ils sont, mais ils les utilisent, ils utilisent les canaux ouverts par ces groupes-là. Alors, justement, Florence Bergeau-Blaclair, vous en avez déjà parlé ici et ailleurs, bien sûr. Le frérisme, on sait, né en 1928, les frères Hassan el-Banna, notamment... Et puis voilà, 1928, c'est-à-dire pratiquement un siècle maintenant, enfin pas loin du siècle. Et est-ce que, alors aujourd'hui, parlons pas refaire toute l'histoire, mais aujourd'hui sa stratégie est quoi dans ces temps-là et depuis quelques années, en fait, dans ces temps des années 2020, compte tenu des bouleversements du monde, sa stratégie est quoi très exactement d'après votre enquête? Est-ce que vous avez examiné? Alors c'est un peu plus qu'une enquête, c'est une réflexion qui m'a pris plus de 20 ans. La première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était donc il y a 30 ans. Ils ont on pourrait dire un ADN salafi et un logiciel missionnaire. Le frérisme, et c'est ce que je décris dans ce livre, c'est un système d'action qui doit lever donc ce qu'ils appellent le mouvement islamique, qui doit accomplir la prophétie prophétique, qui est de la prophétie califale, qui est donc d'instaurer que le monde entier devienne un califat. Voilà, que le monde entier devienne une société islamique moderne, technologique, mais sous la loi de Dieu. Donc ce sont des théocrates. La loi de Dieu, c'est la charia. Et donc, ce sont des théocrates, beaucoup plus que des théologiens, dans la mesure où ce sont quand même des littéralistes. Alors, plus ou moins, on va dire, mais ce sont des littéralistes. Donc leur idée, c'est chaque fois qu'une activité se fait au nom de l'islam, c'est d'y être présent et de l'orienter vers là où ils veulent l'amener. Et ils ne font que ça. Et c'est pour ça que leur approche, elle n'est pas nécessairement territoriale. C'est plus l'approche territoriale est plutôt celle des groupes piétistes qui vont dans les quartiers, qui vont répandre la bonne parole. L'approche des frères est sectorielle, c'est-à-dire qu'ils ont pensé cette transformation du monde par grands secteurs, les grands secteurs de gouvernance, la santé, l'éducation, l'université, bien sûr, la justice, la police, etc. Donc c'est de former, les Young Global Leaders de l'islamisme. Oui, alors ça c'était leur premier, on le voit,
Youssef El-Kardaoui, qui est un de leurs grands mentors, explique effectivement qu'il va falloir former d'abord et avant tout une élite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudra s'occuper des masses. Il faudra aussi donner un rôle aux femmes, très important. Les femmes ne sont pas des potiches chez les frères musulmans. Au contraire, elles ont un rôle très important et on les voit d'ailleurs agir au niveau de la FEMISO et des institutions européennes où elles sont systématiquement mises en avant. Sur la question des hijabeuses, c'est évident, ce sont les femmes qu'on met en avant parce que on présuppose on présuppose qu'elles sont de faibles femmes innocentes, alors qu'en réalité, les frères, d'une certaine manière, surtout les frères de la deuxième génération, ceux qui sont nés en Europe, leur laissent la place. Elles sont devant, même si eux, bien sûr, participent un peu plus derrière. Elles sont des militantes, quoi, quelque part. C'est un militantisme. C'est bien évidemment du militantisme, mais c'est un militantisme politico-religieux, c'est-à-dire qui est animé par une volonté politique évidente, mais aussi par une inspiration divine. C'est très important de souligner, ce qui à mon avis n'a pas été fait suffisamment quand on parle des frères, c'est la composante religieuse fanatique en réalité de ce Dieu qui doit nous aider en fait à accomplir notre projet pour notre propre salut individuel, mais aussi pour le salut collectif. Et donc dans ce livre, je fais toute l'histoire en fait depuis Hassan el-Banna, comment ça a évolué, parce qu'il y a eu quand même, comme vous l'avez dit, un siècle qui sépare la naissance de la confrérie et ce que c'est devenu aujourd'hui, qui est assez différent dans la forme, mais dans l'idée, le logiciel missionnaire, il est toujours là. Et cette façon, maintenant les frères ont appris comment fonctionne la société occidentale, la société européenne en particulier. Ils nous observent depuis très longtemps. C'est un mouvement très intelligent. Qui ne se précipite pas dans la violence, etc. Même si la violence peut lui servir, ce n'est pas son mode d'action préféré. Pour être tout à fait précis, c'est pas Daesh. C'est tout à fait autre chose. Daesh peut servir. Daesh s'est inspiré d'un certain nombre de penseurs de la confrérie, comme Saïd Krout, par exemple. Mais le frérisme dont je parle a plutôt une préférence pour les engagements pacifiques, pas pacifistes, parce que c'est plus simplement plus efficace. On fait beaucoup mieux en invitant les gens, en les séduisant, en les montrant la voie de l'islam qu'en les effrayant. Maintenant, si frayeur il y a, comme dans le cas de Samuel Paty ou des chocs, ou le 2015, les différents chocs de janvier. Charlie Hebdo, le Bataclan, Charlie Hebdo, exactement. etc., on crie très très fort contre l'islamophobie, la haine des musulmans, etc., pour essayer de faire passer les choses. Pas d'amalgame, etc. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont condamner réellement et pratiquement les djihadistes. Pire, ils vont se présenter, et nous avons malheureusement laissé rentrer beaucoup de ces frères, comme justement l'antidote au djihadisme et à la violence, en disant voilà, ce n'est pas tout à fait le bon islam, nous on va vous rééduquer les populations, confiez-les nous sommes les grands frères et nous allons les amener vers la voie pacifique. Oui, c'est tout le problème, voilà, c'est nous effectivement nous allons sortir de cela et ils enrégimentent des musulmans qui n'ont pas demandé spécialement cela. On va en parler juste après cette petite pause. Et posez vos questions en direct à Florence Bergeau-Blaclair et André Berkoff, 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Florence Bergeau-Blaclair, auteur du livre Le frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob. Un livre que je vous recommande, un livre à lire, parce que c'est un livre qui fait l'état des lieux, et qui fait l'état des lieux de façon très précise et très argumentée et documentée. Justement, Florence Bergeau-Blaclair, on a parlé des hijabeuses, vous avez parlé effectivement de la préparation, ça se fait pas en un jour, ça se prépare, etc. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples, justement, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, d'entrisme, pour employer ce mot, qui est plutôt trotskiste qu'autre chose, mais enfin l'entrisme, c'est l'entrisme, la pénétration dans tel ou tel domaine ou institution de notre société.
Alors les frères musulmans ont, à partir des années 1980, commencé à penser ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance, Islamization of knowledge. Ça veut dire qu'on va penser le politique, la science, la connaissance dans le cadre de l'islam, et que tout ce qui sort du cadre de l'islam, qui n'est pas licite, sera exclu. Donc ça, c'est une première chose. Et l'idée, c'est d'arriver donc à penser tout l'ensemble des disciplines de la science ou même de la gouvernance dans ce cadre-là, et former des personnages qui vont ensuite être placés ou activés dans des milieux. Ça va être comme par exemple au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, des personnages qui vont s'assurer que ce qui est produit est compatible avec l'islam. Donc ça peut prendre à l'université par exemple. Oui, pardon, juste, non mais comment dans des sciences ou dans l'enseignement comment ils déterminent ce qui est licite et pas licite uniquement par rapport aux écrits religieux? En fait, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de théories wokistes ou islamo-gauchistes qui interdisent un traitement particulier. Par exemple, si vous commencez à dire que l'islam à un moment donné pose problème, eh bien parce qu'il peut déterminer un certain nombre de conclusions scientifiques, on va vous dire que non, en réalité, c'est plutôt des problèmes de socio-économique, que vous êtes raciste, d'extrême droite, etc. Donc vous allez recevoir un certain nombre de signaux qui vont vous faire taire. C'est comme ça en fait à l'université, ça s'est passé comme ça. Dès les années 1980, la controverse avec Bernard Lewis, par exemple, qui est accusé d'être un orientaliste, voilà. Oui, l'orientaliste, oui. Et qui est accusé d'être un orientaliste, et orientaliste, ça devient un gros mot, parce que ça n'est pas fait, ça n'est pas pensé du point de vue de l'acteur musulman. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Donc, c'est la controverse avec Edouard Saïd, bien sûr. Ces idées-là, en fait, vont diffuser dans l'université par l'indigénisme en particulier, par les indigènes de la République. Voilà, les indigènes de la République, par des mouvements altermondialistes, enfin tous les alters en fait qu'on va voir naître dans les années 80-90, qui vont porter en fait ces interdictions, ces nouvelles formes de censure qu'aujourd'hui on appelle wokisme. Et c'est par là, en fait, que les frères musulmans imposent une certaine façon de penser la science, ou même en particulier les recherches sur l'islam. Il est impossible aujourd'hui de faire des recherches sur l'islam sans dire je suis musulman ou je suis ami avec des musulmans, tous les musulmans m'aiment bien. Vous êtes marginalisé. Voilà, c'est ça. Oui, mais pardon, il y a quand même, vous venez de dire ça, mais le wokisme et l'islamisme, on ne peut pas dire vraiment que ce soit qu'ils soient vraiment, qui marchent ensemble dans la même direction. On a bien vu avec les LGBT comment sont traités les LGBT. Johan Power en parlait, mais pas seulement lui, on le sait depuis que c'est pas forcément les LGBT qui sont compatibles avec les frères musulmans, enfin avec l'enseignement et l'idéologie. Non, il n'y a pas besoin d'être compatible pour être des alliés objectifs. C'est-à-dire vous pouvez instrumentaliser l'autre comme allié, quitte à vous en débarrasser plus tard. On peut dire idiot utile. On peut le dire, oui. Moi j'appelle ça des alliés utiles pour être poli, mais en effet on peut dire que les woke ou les islamo-gauchistes font jouer le rôle de damnés de la terre aux musulmans, qui le jouent très volontiers parce que ça leur permet à eux de faire passer leurs idées. Les islamistes. À eux les islamistes. Et comme les islamistes sont très souples, beaucoup plus souples que ceux qui ont en face, et ils ont beaucoup plus de pensée, de suite dans les idées. Ils se disent que de toute façon, la gauche, ils s'en débarrasseront. C'est ce qu'ils ont fait en Iran, et partout où ils arrivent, ils finissent par se débarrasser de leurs alliés de gauche. L'Iran était le vrai exemple. C'est vrai que le Parti communiste, tous les autres ont appuyé Khomeini, et quand Khomeini est arrivé, c'est allé très très vite. Oui, et ils ne font pas par hypocrisie, mais c'est parce qu'on ne veut pas regarder ce qu'ils veulent. Ils ne cessent de nous dire qu'ils veulent un autre monde, et que ce qui les anime, c'est la charia, c'est la loi de Dieu. Donc, ils ne cessent de nous le dire. Quand une jeune fille dit « je porte un hijab », elle dit c'est pas mon père qui m'oblige, c'est pas mon frère qui m'oblige, c'est Dieu. Donc c'est bien l'obéissance à Dieu, c'est bien la loi qu'elle respecte. Donc elle n'arrête pas de le dire, il faut l'entendre maintenant.
C'est ça. Et effectivement, alors pourquoi? Alors c'est la question, Florent Berger-Blaclair, pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi les princes qui nous gouvernent, les institutions qui nous gouvernent, l'élite, pas seulement les politiques, hein, l'élite, médiatico, etc., enfin la plupart, en tout cas une bien majorité, des intellectuels, etc., est-ce que c'est au nom des damnés de la terre et c'est au nom de, attention, opprimez tous les pays, unissez-vous, c'est quoi? Moi, il m'a fallu pas mal d'années pour le comprendre, l'admettre. Je n'arrivais pas à imaginer qu'il puisse exister des théocrates. Des gens qui veulent vraiment s'en remettre à Dieu, qui ont donc une vision du monde qui prévoit donc ce qui va se passer dans l'au-delà. Tout est très très bien codifié. C'est difficile pour nous. On n'est plus habitués dans nos sociétés sécularisées à des comportements pareils. Bon, ça c'est une première chose pour les gens, je dirais, qui sont vraiment sincères. Après, il y a des formes de lâcheté, d'hypocrisie, d'arrogance aussi beaucoup. Je veux dire, ça m'a toujours frappé. Ne pas prendre les frères au sérieux, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce sont des gens très intelligents qui sont très déterminés et il faut les écouter. Il faut plutôt qu'agir, parce que nous on est dans le temps politique très court, donc chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'ils arrivent pour monter une mosquée, alors on leur interdit ou alors on leur permet. Enfin, c'est oui ou c'est non. On ne sait pas, on ne prend pas le temps de comprendre comment ils pensent, ce qu'ils veulent, et donc on ne prend pas le temps de savoir si on veut les accueillir ou non, parce que on a quand même le choix de savoir si on veut accueillir un mouvement théocrate dans nos démocraties, ce qui serait évidemment une folie, ou si on dit non. Mais pour ça, il faut bien comprendre ce à quoi on a affaire, et c'était l'objet du livre. Oui, mais alors justement, il n'y a pas que le temps est de comprendre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont compris, mais il y a l'électoralisme, il y a le clientélisme, il y a j'ai besoin d'un certain nombre de gens pour me faire gagner ma prochaine élection, la prochaine échéance, et il faut soit les grands frères, soit des gens qui me garantissent la paix sociale, ou en tout cas une certaine paix sociale. Oui, on le voit bien sûr avec LFI, qui est le parti coucou, comme je les appelle, du frérisme. La détestation de soi peut aller jusque-là. Oui, vous pensez? Je pense que ça peut aller jusque-là. Mais d'où vient sans faire de psychologie facile, d'où vient cette détestation de soi? Oui, c'est quand même important, ça. Je pense quand même que les mouvements de gauche, de gauchistes, ont quand même beaucoup appuyé sur cette culpabilité. Sur l'Occident, l'Occident coupable. Oui, cette haine de l'Occident, colonialiste. Voilà, on a peut-être 2 ou 3 générations maintenant qui ont été baignées là-dedans. Ça laisse des traces. Donc je pense que cette haine de soi est maintenant devenue une grande maladie dont il faut se soigner. Vous pensez qu'elle est intégrée, comme quand la Boétie parlait de servitude volontaire? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des mécanismes d'accusation d'extrême droite qui sont bien la preuve d'une détestation. On veut arriver on se déteste soi, mais on n'en prend pas réellement conscience, et donc on déteste les autres et on leur attribue ce qu'on n'aime pas chez soi. C'est ça l'accusation d'extrême droite aussi. C'est un problème de la gauche. Oui. Alors, pour revenir au frérisme et justement à la stratégie frériste, parler effectivement qu'il y a presque un siècle, et vous avez cité Seyyed Qutb qui a été un des grands théoriciens, puis il y a Ibn Taymiyyah, etc., etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Comment ils sont perçus aujourd'hui? Parce que c'est très intéressant aussi la roue, les montagnes russes dans les pays arabes, dans les pays islamiques. Parce que quelquefois ils ont été très bien accueillis et d'autres fois ça va très mal pour eux, on les persécute, même on les tue, etc. Est-ce que c'est toujours là-bas? Alors il y a l'Occident, vous venez d'en parler, et puis il y a ce Moyen-Orient et puis ailleurs. Je ne parle pas de l'Indonésie, l'Inde, etc. Comment cette stratégie, est-ce que la stratégie que vous venez d'écrire, c'est une stratégie en fonction sur l'Occident, où il y a des rapprochements ou des homothéties
avec des analogies avec les stratégies dans les pays du Moyen-Orient ou d'Asie ou ailleurs. J'ai fait un débat avec Boualem Sansal il n'y a pas très longtemps et on remarquait qu'ils se sont en fait imposés en Algérie exactement de la même manière qu'en Europe en réalité. Mais seulement en Algérie ou dans les pays musulmans, traditionnellement musulmans, ils étaient immédiatement repérés comme des Irwan, c'est-à-dire des gens un peu fous, un peu fanatiques et très dangereux. Tandis que dire frère en arabe. Oui, c'est ça. Tandis qu'en Europe, on les a pris pour des gens plutôt qui voulaient européens, qui parlaient un bon français, qui étaient très polis, qui s'étaient complètement adaptés au milieu, et qui surtout ne voulaient pas s'en prendre à l'État. C'est là-dessus aussi qu'on a été trompé, alors que en Algérie, bien sûr, immédiatement, c'est devenu le fils et une hostilité frontale. La façon de faire des fréristes, si je veux l'opposer à celle des islamistes en pays musulmans, c'est précisément de contourner le politique et de passer par la culture, l'économie, des choses auxquelles on ne sait pas résister en fait. Cette publicité, c'est très important. Enfin, on peut revenir aux hijabeuses, c'est vraiment très photogénique. Elles font un exercice de style remarquable et ça fascine et ça prend. Parce qu'il y a la photo, le photo-op, etc. C'est fort. Oui. Et on ne sait pas résister à ça. Ouais. Et on voit à la télévision effectivement un certain nombre de femmes et qu'elles sont, comme vous dites, en avant, etc. Elles sont mises en avant. Et c'est si puissant qu'on en oublie les images de l'Iran. Enfin, je veux dire, c'était énorme. Ces femmes qui supplient pour pouvoir emprisonner, tabasser et tuer quelquefois parce qu'elles enlèvent le voile. Voilà. Et si vous interrogez une femme hijabeuse ici, elle vous dira mais moi je suis pour sa liberté de l'enlever, comme moi je suis pour ma liberté de le mettre. Mais à la fin, c'est toujours pour dire que c'est sa liberté de le mettre. Oui, c'est assez préoccupant et assez passionnant de voir ce qui se passe. D'ailleurs, ça se passe un peu partout, pas seulement en France, même si la France, avec sa loi sur la laïcité, ou en tout cas sa tradition de laïcité, encore que pour en parler pendant des heures, je crois... Morgane, nous avons... Le standard qui sonne, effectivement. Vos réactions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. Échangez avec Florence Bergeau-Blaclair, l'invité du Face à Face, l'auteur du livre Le Frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'était aux éditions Odile Jacob. Berkoff dans tous ses états revient dans un instant. On attend vos appels. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Face à vous, André Berkoff, aujourd'hui, Florence Bergeau-Blaclair. Et au standard, Chris nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. Merci de me donner la parole. On vous écoute Chris. Première remarque, moi je trouve dommage qu'en France on stigmatise un peu tout le monde et qu'on n'arrive pas, que ce soit quelle que soit notre idéologie, mouvement politique ou religieux, qu'on n'arrive pas, qu'on est toujours, voilà, il y a toujours un souci. Moi j'aurais une question à votre invité. Allez-y. Moi je suis converti depuis 25 ans à peu près. J'ai eu la chance d'aller à la Mecque plusieurs fois, réaliser le pèlerinage, toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de rencontrer des savants, des grands savants là-bas. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des extrémistes, entre guillemets, des déglingos chez les musulmans, comme il y en a partout dans toutes les religions. Ça c'est une première chose. Maintenant, la question que j'aurais à poser à votre invité, parce que c'est l'amalgame qui se fait depuis longtemps, et je pense que là-dessus, il y a une erreur de cible, en fait. Allez-y, mais... Voilà, il y a beaucoup de sectes chez les musulmans, et si votre invité a étudié un peu l'islam autrement que comment dire, que sur les gens qui ne sont pas dedans et qui a vraiment été dedans, elle doit connaître la secte des takfiris normalement. Des takfiris. Voilà. Oui. Voilà. Qui est complètement un antagonisme des salafis. Et ce que j'aimerais, c'est que votre invité me dise si elle connaît l'étymologie du mot salafi. Salafi, salaf, déjà, à quoi ça correspond? Est-ce que ça englobe?
pour justement démontrer l'amalgame qui est fait. Et non, mais posez la question, Chris. Après, oui. Voilà. Est-ce qu'elle connaît l'étymologie? Est-ce que votre invité connaît l'étymologie du mot salafiste, de l'arabe au français qui a été transformé? Et ma deuxième question, comme ça, je la dis tout de suite. Oui. Est-ce que votre invité a rencontré toutes les hijabeuses? J'aime pas ce mot-là. Franchement, j'aime pas ce mot. Est-ce qu'elle les a rencontrées une par une pour vraiment voir leur idéologie et voir si vraiment elles sont extrémistes, si elles obéissent à autre chose, à des gens, si tous leurs actes et paroles leur sont dictés, et si c'est pas tout simplement des jeunes filles, voilà, qui sont croyantes et qui veulent mettre leur voile et qui veulent continuer à jouer au foot, faire la symbiose des deux. Et voilà, est-ce qu'elle a vraiment vérifié s'il y a une manipulation? Non, mais c'est clair, elle va vous répondre. Merci monsieur pour vos questions. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes. En tout cas, salaf, oui, ça vient des pieux anciens. Pour moi, ça désigne deux choses. Il y a le terme salafiste qu'on utilise dans les médias couramment, qui désigne plutôt les wahhabo-salafistes. Et puis, il y a ce que moi je considère comme salafi, c'est-à-dire qui remonte jusqu'au réformisme du début du XXe siècle, et qui sont des courants donc qui se positionnent par rapport, qui veulent revenir à l'islam des pieux anciens, du prophète et de ses compagnons. Alors bien sûr, quand je parle des frères, je parle de ce mouvement missionnaire qui veut rassembler toutes les tendances, des plus libérales aux plus takfiristes. Vous me posez la question des takfiristes, c'est des gens qui veulent rompre qui sont des gens qui veulent rompre avec le salafisme ou certaines formes de salafisme, soit parce qu'ils le trouvent trop, c'est dans l'imitation un peu, je dirais, trop bête du prophète, qui ne réfléchissent pas assez, donc ils se font traiter par certains salafistes orthopraxiques de takfiristes. Donc ça, ce sont des querelles internes justement que les frères veulent éviter parce qu'ils détestent la fitna et qu'ils prônent le tahwid, c'est-à-dire le désordre intérieur, le chaos à l'intérieur de la communauté, parce que ce qu'ils veulent, c'est rassembler vers l'objectif. Mais ils ne veulent pas faire des synthèses, ils veulent simplement les rassembler tous. La parole là. Oui. Sur les hijabeuses, non, j'ai pas pu enquêter auprès de toutes les hijabeuses, mais j'ai fait beaucoup d'enquêtes et vous verrez notamment dans le chapitre 9, je crois, autour des femmes, un exemple d'endoctrinement que les femmes peuvent s'exercer entre elles. Vous verrez que c'est assez large malheureusement, et on va retrouver d'ailleurs des chiffres assez inquiétants auprès des jeunes musulmans qui sont 65% à considérer que la loi de Dieu est plus importante que la loi de la République. Je suis à l'antenne ou pas encore? Oui, vous êtes à l'antenne, Chris, absolument. D'accord, ok. Est-ce que vous savez la différence dogmatique entre les takfiris et la différence, je dirais, primordiale entre les takfiris et les salafis? Non mais attendez, on va pas faire je comprends très bien, mais on peut pas faire l'émission uniquement sur les choses doctrinaires. Le takfiri, c'est un peu comme l'extrême droite, il faudrait pouvoir le définir. C'est-à-dire que là, on va pas passer une demi-heure à faire takfir ou salafiste. Le problème qui est posé là, et vous avez tout fait, votre question était très bonne. Bon, après, dans le livre Florent Bergeau, est-ce qu'il y a effectivement une politique et une stratégie? Voilà, elle prétend et elle affirme que le frérisme, les frères musulmans, c'est une stratégie, d'ailleurs, qui est extrêmement sincère, puisqu'ils veulent effectivement rassembler autour d'un message, je dirais, messianique. Là, vous avez une illustration, grâce à Chris, de ce qu'est l'islamisation de la connaissance. C'est-à-dire, vous ne pouvez parler de l'islam et en dire quoi que ce soit que si vous êtes à l'intérieur. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, ce sont des méthodes d'intimidation qui ont cours malheureusement à l'université depuis 40 ans. Merci Chris. Alors nous avons Yves. Oui, vos appels au 0826 300 300. On le rappelle, Yves qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour André. Simplement, madame disait qu'elle avait eu des démêlés avec l'université dès les années 80. Moi j'ai une quinzaine d'années supplémentaires. Et je me souviens que donc dans les années 60, quand j'étais collégien lycéen, c'était le plein colonialisme. Et à l'époque, je m'étonnais que on construise des mosquées en Afrique
par exemple au Sénégal, et c'était déjà avant, avec l'argent du pétrole, bien avant la guerre du Golfe ou le choc pétrolier, et alors que les chrétiens, et les catholiques en particulier, n'osaient pas, ils avaient honte du colonialisme et on n'osait plus militer. Et maintenant on dit que le Sénégal est un pays musulman, ce qui n'était pas vrai dans les années 60. Et aujourd'hui, l'islam est toujours militant, alors que la chrétienté et le catholicisme sont toujours honteux. Et on n'ose pas. Bon, par contre, aujourd'hui, il est toujours interdit à un musulman de changer de religion sous peine de sanctions diverses et variées suivant les pays. Merci. Alors, oui, Florent. Je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un témoignage vraiment intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, on n'avance pas beaucoup. Effectivement, il y a une lame de fond qui est très ancienne, qui date d'au moins un siècle. Et voilà. Et je dirais que ça s'aggrave un petit peu. Justement, non, parce que nous raison, malheureusement, je le regrette pour Jean-Paul de Montpellier qui nous appelle, mais va appeler demain, puisque c'est là où le temps nous manque. Au fond, mais ce que dit Yves, c'est que l'Occident a démissionné là-dessus. L'Occident n'a pas je sais même pas d'idéologie de rechange, n'a rien à opposer qu'une consommation effrénée. C'est quoi ? C'est difficile parce que c'est un mouvement enthousiaste. On le considère comme un mouvement de laisser pour compte ou des gens qui ne seraient pas satisfaits de nos démocraties, de l'Occident. Mais maintenant qu'ils ont, notamment les générations qui sont nées en Europe ou en Occident, ils ont la maîtrise de la technologie. Ils sont tout à fait fiers de leur modèle. Il va falloir être plus séduisant encore. Oui. Mais alors, c'est pas de mal à veille. On voit pas très bien les outils de la séduction là pour le moment. Déjà, je pense que si on arrête de se culpabiliser autour de l'islamophobie, etc., qu'on comprenne que c'est un mouvement suprémaciste, que ce n'est pas un mouvement. Oui, il n'y a pas que les suprémacistes blancs, quoi. Oui, absolument. Non, mais je veux dire, il faut rompre avec le victimisme qui démoralise tout le monde. Et quand on sera suffisamment fort, alors on pourra demander aux musulmans qui ne sont pas des frères, et ils sont très 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 nombreux, de nous rejoindre dans ce combat contre les fréristes. Merci Florence Bergeau-Blachère. Merci à vous. Oui, Florence Bergeau-Blachère, auteure du livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci à tous de nous avoir suivis également. Rendez-vous demain à 12h30 pour Berkoff dans tous ses états. Passez une excellente journée à l'écoute de Sud Radio. À suivre l'émission de Brigitte Lahaye.